Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Célébration ce vendredi à Kigali de la journée internationale de personnes sourdes aveugles. Cet événement a rassemblé des représentants du gouvernement, des organisations des personnes handicapées et diverses autres parties prenantes. Les détails dans ce reportage. Ce 27 juin est la journée internationale des personnes sourdes aveugles. Cette journée est célébrée chaque année à la date anniversaire de la naissance d'Hélène Keller, une figure emblématique de la lutte pour la reconnaissance de droits des personnes sourdes et aveugles. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public à ces doubles handicaps et de promouvoir l'inclusion des personnes sourdes aveugles dans la société. Célébrée chaque année à l'échelle internationale, cette journée vise à poursuivre la défense des droits des personnes polyhandicapées, en particulier celles souffrant des déficiences auditives et visuelles, et à rappeler à la société que leur fournir des services de base est la responsabilité de chacun. Au Rwanda, les personnes atteintes de cet handicap affirment que des progrès ont été réalisés, notamment la création d'une organisation qui les représente, l'Organisation rwandaise des personnes sourdes aveugles. Cette organisation a commencé à donner l'espoir d'une voix unifiée pour les personnes atteintes de déficiences auditives et visuelles. Dans son discours, le directeur de cette organisation a souligné que des sérieux défis subsistent, notamment les manques de soins de santé et les obstacles majeurs auxquels sont confrontés les enfants atteints de cet handicap qui ne peuvent pas aller à l'école. Il a insisté sur la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'investissement dans l'éducation et les traitements spécialisés pour les personnes atteintes de cet handicap complexe, afin qu'elles ne restent pas à la traîne en matière de développement. Et puis les participants à l'exposition de partenaires de développement du district de Nyarugenge expriment leur espoir d'être reconnus pour leur travail et de découvrir ce que font les autres. Mouyana Latifa, l'une des personnes venues voir et acheter des articles, confie avoir apprécié certains éléments de cette exposition. De son côté, le vice-président de cette organisation en district de Nyarugenge explique que l'objectif de cette exposition est de présenter leurs activités et d'apprendre de leurs pairs. Plus de 100 partenaires de développement du district de Nyarugenge ont participé à cette exposition de 3 jours, présentant les produits dans les domaines de l'agriculture, des services, de la fabrication des chaussures et des vêtements, et expliquant leurs activités, notamment en matière de conseil. Des scientifiques affirment que l'énergie nucléaire pourrait être utilisée dans les centrales électriques, l'une des solutions dont l'Afrique a besoin. Il s'exprime alors qu'une conférence africaine sur l'utilisation de l'énergie nucléaire pour résoudre le problème de l'électricité s'ouvre lundi prochain à Kigali. Les détails dans ce reportage. Les continents africains comptent plus de 6 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en raison du manque de centrales électriques. L'utilisation de l'énergie nucléaire est l'une des raisons pour lesquelles le directeur de l'Agence nationale de l'énergie atomique du Rwanda, Dr Fidel Ndahayo, explique que cette énergie ne sert pas uniquement à produire des armes nucléaires, comme certains le pensent. Nous ne fabriquons pas d'armes nucléaires, mais nous recherchons une solution énergétique susceptible de résoudre le problème des pénuries d'électricité, le problème de pénurie d'énergie sur le continent africain, car environ 6 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Nous avons également un plan de développement qui nécessitera une alimentation électrique stable et il doit être mis en œuvre. Les experts scientifiques estiment que la solution réside dans l'utilisation des petites centrales nucléaires modulaires produisant de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire.
Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gassolé, affirme que l'Afrique étudie comment ces centrales peuvent contribuer à trouver une solution durable à la pénurie d'électricité. Cependant, le président du conseil d'administration de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique, Dr Lassina Zerbo, affirme que ces petites centrales nucléaires devraient offrir des opportunités aux jeunes de ces continents. Nous inviterons des experts du monde entier à partager leurs expériences avec ceux qui mettront en œuvre cette technologie ou y toucheront, afin que la jeunesse africaine puisse apprendre et même développer des solides compétences dans ces secteurs. C'est pourquoi nous espérons que ces petites centrales nucléaires constitueront un changement bénéfique pour nous, au Rwanda et en Afrique. Le Rwanda se prépare à accueillir à Kigali une conférence africaine qui réunira des scientifiques, des hauts fonctionnaires et des ministres des infrastructures et de l'énergie pour discuter de l'utilisation de l'énergie nucléaire et de son potentiel de production sur le continent. Des experts en économie dans le domaine de la construction venus de 15 pays d'Afrique se sont réunis à Kigali pour une conférence. Les participants ont appelé les prestataires choisis des marchés de construction à faire preuve d'intégrité en évitant d'abandonner les projets avant leur achèvement, car cela freine le développement urbain. Le détail avec Amandine Ndikumasabo. Tuishime Jean-Paul est l'un des jeunes qui admet avoir commencé à consommer du cannabis en 2008 et l'avoir arrêté en 2021. Cependant, le cannabis a eu de graves conséquences sur sa santé. Dr Seguila Léonce, médecin traitant des toxicomanes, souligne la nécessité de prendre des mesures pour réduire le nombre de consommateurs de drogue, car ce problème est préoccupant. Il appelle à la sensibilisation de la population aux dangers des stupéfiants comme les drogues. Les établissements de santé montrent que les jeunes sont ceux qui consomment le plus de drogues. Une étude menée en 2012 par le ministère de la Santé révèle que 52,4% de jeunes interrogés ont déclaré avoir consommé au moins une drogue. Certains jeunes élèves du district de Nyamasheke affirment connaître les dangers de la drogue, mais soulignent également les difficultés qu'ils rencontrent pour l'éviter, comme par exemple l'environnement dans lequel ils vivent, mais aussi les tensions dans les familles. Certains parents affirment que les jeunes qui consomment de la drogue sont souvent les plus vulnérables dans les familles. Les autorités locales ont été invitées à être dans l'avant-garde de la campagne de sensibilisation de lutte contre la drogue. Mukangoussi Anastasie, vice-maire du district de Nyamasheke et chargée des affaires sociales, affirme que des mesures ont été prises pour lutter contre ces problèmes, d'autant plus que ce district est l'un des 5 districts comptant le plus grand nombre de consommateurs de drogue selon un rapport de l'État. À ce jour, les 5 districts qui comptent le plus grand nombre de consommateurs de drogue sont Gatibo, Nyarugenge, Nyamagabe, Gicumbi et Nyamasheke. La drogue la plus consommée au Rwanda est l'alcool. Vous l'aurez certainement corrigé en même temps que moi. Cet élément revenait sur les défis que pose la consommation de drogue et d'alcool dans la société, particulièrement chez les jeunes. Dans quelques instants, nous allons passer à la page mémoire. Les visiteurs du mémorial du génocide de Kigali affirment que cela leur permet de voir des preuves concrètes qui refutent les discours négationnistes concernant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Jeudi, plusieurs institutions qui ont contribué à l'éducation de certains enfants rescapés du génocide sans protection, ainsi que l'université de Kampala, ont visité ces mémorials dans le but d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, perpétré en 1994. Les détails avec Amandine Ndikumasabo.
kuba tuzanye abana ni ukugira ngo bamenye amateka yacu nk'abanyarwanda, bamenye ko kwibuka ari ngombwa, bamenye ko jenoside yakorewe abatutsi. Toujours en rapport avec la question de la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, les membres de la fédération du secteur privé du district de Nyamasheke sont appelés à prévenir tout ce qui pourrait compromettre l'unité des Rwandais et la sécurité du pays que le pays souhaite bâtir. Ce message a été souligné lors de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, où un hommage particulier a été rendu aux opérateurs économiques massacrés, tout en revenant sur le rôle que certains d'entre eux ont joué dans ce génocide. Ces opérateurs issus des différents secteurs ont d'abord visité le mémorial de Nyamasheke, où ils ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence devant les tombes abritant le corps de plus de 53 000 Tutsis massacrés lors de ce génocide en 1994. La vice-présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé, Kayitesi Eugénie, qui a pris part à la commémoration avec les opérateurs économiques de Nyamasheke, a rappelé que bien que le génocide ait causé la mort de nombreux opérateurs, plusieurs autres ont aussi été complices. Les membres de la Fédération du secteur privé de Nyamasheke affirment qu'ils s'engagent désormais à œuvrer à l'unité, contrairement à ceux qu'ils ont précédés qui étaient impliqués dans le génocide. Cette commémoration a également été l'occasion de remettre une maison construite pour un citoyen défavorisé rescapé du génocide. Nous sommes toujours sur Rwanda TV, la télévision nationale rwandaise. L'invité de ce journal est un écrivain dramaturge qui a beaucoup écrit sur l'histoire tragique du Rwanda et il s'est spécialisé aussi pour parler à la jeunesse de ce génocide parce que la plupart des Rwandais sont nés soit juste après 1994 ou quelques années après 1994. Ils ne connaissent pas nécessairement l'histoire du génocide. Il a écrit un livre intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants ». Cet invité, c'est Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à notre émission. Je vous remercie beaucoup. Vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, mais globalement pour tous les Rwandais. Oui, donc ce livre, il faut que je vous rappelle en fait le contexte de sa création. En fait, c'était en 2019 quand je suis venu, j'ai été invité à participer en tant qu'écrivain de la mémoire, à participer au café littéraire qui était organisé par la Commission nationale de lutte contre le génocide et par Imbuto Foundation. Donc, au cours de ce café, donc c'était en avril 2019, les jeunes du Rwanda, m'ont demandé de leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda. Et moi, je leur ai dit que c'était pas facile, hein, mais que j'allais essayer. Donc, je suis retourné à Ottawa où je vivais à cette époque-là. Et puis, j'ai écrit le livre, hein, et à la fin de l'année, je l'ai publié à Mexico. En version bilingue, donc français-anglais, et une université mexicaine l'a publié en espagnol disons, à l'intention de ses étudiants. Donc je suis venu le présenter ici, évidemment en 2020, c'était pendant la période du Covid. J'ai été présenté à la télévision du Rwanda. J'ai fait des cafés littéraires autour de ça et j'ai fait des dédicaces et j'ai vendu des exemplaires et voilà. Et maintenant, dernièrement, une maison d'édition à Paris l'a publié, cette fois-ci en version séparée. Avant, c'était deux versions, l'anglais et le français dans le même livre. Maintenant, c'est deux versions. Un livre à part français, donc le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants, et puis The Genocide perpetrated against the Tutsis of Rwanda explained to his children. Donc, il y a la version anglaise
Et la version française, c'est pareil. Dernièrement, et je pense que je ferai un café littéraire là-dessus à mon retour du Rwanda, peut-être vers septembre ou l'année prochaine, pendant la période commémorative. Kwibuka 20 combien? 32. Kwibuka 32, oui. Alors, vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, hein, et parce que ce pays a... Vous m'avez demandé si ce n'est pas seulement pour la jeunesse, hein. C'est pour aussi les parents et pour les enseignants. C'est ça la question. Vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, oui, mais c'est également pour les parents. La plupart des parents ont du mal à expliquer le génocide à leurs enfants, oui, qu'ils soient victimes du génocide, oui, ou qu'ils soient aussi bourreaux, oui, en ayant pris la machette, oui, ou une autre arme pour perpétrer le génocide. Oui. Toutes ces personnes sont traumatisées, oui, et les enfants ont besoin de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays, oui, pour que ce pays puisse basculer dans l'horreur. Oui. Et je pense que c'est à ce niveau que votre démarche a commencé. Oui, c'est ça. Donc, il fallait expliquer. Mon livre, ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un récit testimonial. C'est un texte explicatif. Donc, ce sont des recherches académiques que j'ai faites sur le génocide et que j'ai simplifiées. De façon que, justement, ces jeunes de 14 à 17 ans, c'est-à-dire les jeunes des lycées, des collèges, puissent comprendre. Et là, j'ai réussi à faire ça, à faire passer le message d'une façon, à travers une forme dialogique, parce que c'est un père, professeur, qui explique, qui répond aux questions de ses enfants, des questions relatives à la thématique, au génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, et quand je lis la rétroaction de ces jeunes, ils me disent qu'ils ont compris. Et même les parents et mes enseignants maintenant, ils ont... ça, c'était à Strasbourg, quand j'ai présenté le livre, et à Ardèche, et en Pologne, à Varsovie, les parents et les enseignants m'ont dit que maintenant, ils comprennent. Et ils ont des outils. Donc, mon livre leur donne des outils, en fait, pour expliquer ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer au départ. Parce que le génocide, ce n'est pas raconter comment les miliciens ont pris les armes et ont trucidé les Tutsis. Mais c'est expliquer aussi, c'est parler, c'est dire comment justement on en est arrivé là. Et là, le génocide, comme je le dis toujours, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon aléatoire, c'est quelque chose qui se prépare. Donc c'est la conséquence d'une idéologie raciste. Et cette idéologie raciste a des origines coloniales d'abord, et puis a été enseignée aux populations du Rwanda, Hutu principalement, depuis 1959 jusqu'en 1994, en ostracisant, en stigmatisant, en discriminant le Tutsi, considéré par les deux premières républiques comme un étranger dans son pays, un ennemi à abattre. Voilà, donc ça on explique, et l'idéologie, parce que l'endoctrinement idéologique, c'est ça justement qui a fait que ces jeunes, les jeunes miliciens, soit enthousiastes, soit volontaires, soit animés, soit, adhèrent même avec joie, parce qu'il faut noter un aspect qu'on appelle la théâtralisation du génocide. C'est-à-dire, non seulement on tuait des gens, mais on les tuait dans la joie. Ça, c'est ce qu'on appelle théâtralisation du génocide. Hein? C'est comme s'ils jouaient, c'est comme si ça leur faisait plaisir. Donc, tout ça... Parce que quand on tue l'ennemi, évidemment, on ne regrette pas. Et une fois que le Tutsi est considéré comme l'ennemi à abattre, évidemment, quand on le tue, on se fout on ne prend pas en compte de la façon dont on va le tuer, on le tue comme on veut. Voilà. Donc, l'idéologie, je l'explique, et ce livre-là l'explique en comparant aussi, en faisant une comparaison avec d'autres génocides comme la Shoah, le génocide des Juifs, donc, et le génocide perpétré contre les Herero entre 1904 et 1908. Les Herero en Afrique, en Namibie, donc ce qu'on appelait dans le temps le sud-ouest africain. Donc j'essaie de faire une comparaison, parce que les génocides, même s'ils ont des spécificités, ils ont des points communs, ils ont des similarités. Et là, ça se trouve dans mon livre, j'explique ça. Oui.
Votre livre, vous l'avez donc publié depuis en 2020. Et quel retour avez-vous eu des lecteurs, hein, aussi bien parents que les jeunes, hein, par rapport, et quels sont les questionnements? C'est ça la bonne question. Quels sont les questionnements qu'ils ont eu après avoir... En fait, c'est qu'ils attendent, parce que c'était... Les jeunes voulaient que le livre soit à leur disposition quand je l'ai présenté. Donc, franchement, j'attends à ce que les écoles, ils soient disponibles dans les écoles. Et je pense que le web, donc, comme il s'est engagé à le mettre à disposition des écoles, je pense qu'il va le faire. Donc, c'est ça. Moi-même, je m'attends à ce que ce livre, qui a été commandé par les jeunes, justement, soit mis à leur disposition. Ce sera ma satisfaction. Voilà. Oui. Et, oui. Ouais. Et le public, comme je vous posais la question, les parents, le lecteur, est-ce qu'ils ont eu des questions après avoir lu ces livres? Ils n'ont pas eu de questions, plutôt ils ont été satisfaits. Parce qu'ils m'ont dit tous qu'ils sont satisfaits des éléments, des outils qu'ils ont trouvés dans le livre et qui leur permettent d'expliquer justement à leurs enfants ou à leurs élèves le génocide des Tutsis du Rwanda. Écrire un tel livre n'est pas facile. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Je vous dis que j'avais fait des recherches académiques. Je n'ai pas eu, franchement, d'obstacle. La difficulté, c'est de pouvoir trouver un éditeur. Et c'est vrai, c'est difficile parce que ça demande des moyens aussi. Sinon, la conception du livre, pour moi, c'était facile parce que c'était un domaine dans lequel je travaille depuis longtemps. Donc, concevoir ce livre, je suis dramaturge aussi, ça m'a aidé parce que le livre est conçu d'une façon théâtrale, parce que c'est dialogique. Donc, c'est un père qui cause avec ses enfants. Ça, c'est le côté dramaturgique qui est dans mon texte. Et donc, je n'ai pas eu vraiment d'obstacle, parce que c'est un sujet quand même sur lequel je travaille depuis 28 ans, 25 ans plutôt. Ouais. Et le mot de la fin, pour conclure cet échange, si vous étiez donné de transmettre un message aux parents et à la jeunesse rwandaise, hein, que ce soit ici au Rwanda ou dans la diaspora, à propos de ces livres, à propos du génocide, que diriez-vous aux parents et à la jeunesse? Je dirais à tous les parents du Rwanda, et à tous les enseignants du Rwanda, de l'acheter, de le commander, pour que justement ils l'utilisent pour expliquer, pour répondre aux différentes questions qui se posaient avant et dont ils n'avaient pas les réponses. Et ces réponses justement se trouvent dans ce livre-là. Et c'est la vie même de certains parents qui l'ont lu. Donc ce n'est pas moi qui fais la publicité de mon livre, c'est la rétroaction de ceux qui l'ont lu, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient africains, occidentaux. Donc tout le monde est satisfait, tout le monde voudrait que ce livre soit franchement dans les écoles du Rwanda. C'est leur vœu. Merci beaucoup Rurangwa Jean-Marie Vianney d'avoir répondu à cette invitation. Nous parlions donc de ces livres écrits pour la jeunesse rwandaise, les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda, expliquer à ses enfants. Merci à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je vous remercie aussi, M. Nidandi. C'est donc avec cet entretien que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.